font. Moi, je vous parlerai un petit peu de mes recherches, mais je vais vous parler plutôt du contexte de la recherche, comment je l'ai vu évoluer, parce que je suis pas aussi vieux que Louis-Jacques, mais ça fait quand même un moment que je fais de la recherche dans le Nord, là. J'ai commencé dans les années 90 à Pangnirtung, là. Oui, je compte pas, là. Je veux pas compter encore, mais bon, ça fait quelques années. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, j'ai aussi beaucoup d'expérience parce que j'ai enseigné à Nunavut Siviniksavut pendant 10 ans, donc avec des jeunes Inuits du Nunavut. Fait que j'ai quand même un lien avec le Nunavut qui est très fort. J'ai fait de la formation de fonctionnaires aussi au Nunavut, là, avec la création de gouvernements. Moi, je suis un politicologue, donc la politique m'intéresse et les négociations. En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est les négociations entre les autochtones et en particulier les Inuits et les gouvernements. Comment ça se déroule et se replace. Et donc, j'ai travaillé aussi beaucoup avec Makivik sur le gouvernement régional du Nunavik, là, cet effort qui a été fait dans les années 2000, début. En tout cas, voilà, c'est là d'où je viens. Mais ce que je voulais vous faire un peu, c'est un portrait. On oublie un peu ça, mais moi j'ai souvent été confronté, en fait, en ayant fait beaucoup de recherches justement dans l'Inuit Nunangat, c'est sur finalement les très mauvaises expériences de la recherche que les Inuits ont vécues. Je sais que là où on est dans des recherches non intrusives, mais en fait il y a beaucoup de recherches qui se fait dans le Nord. En fait, la plus grande partie de la recherche, c'est de la recherche plutôt des sciences dures. Qui a beaucoup changé en fait. Je travaille beaucoup avec des biologistes et des gens donc en sciences naturelles et ils ont complètement changé, mais historiquement ils ont eu une relation pas difficile, mais ils ont ignoré les Inuits en gros. C'est à peu près ça. Quand ils les ont pas utilisés. Même il y a eu pire, hein, il y a eu la recherche médicale. Ça, moi j'en ai entendu beaucoup parler. Là, moi je faisais des groupes focus sur l'éducation. Puis on me reparlait des expériences qui avaient été faites sur les Inuits. Alors on m'a parlé de grève de peau qui était faite, cette Sidiose, là, ce fameux bateau qui allait ramasser tous les Inuits pour essayer de les tester sur la tuberculose, là, et qui les ramenait, ça c'est les années 50, c'est pas vieux, hein, c'est pas si vieux, donc il y a beaucoup d'Inuits qui s'en rappellent encore. Et ça m'a été ramené plusieurs fois, puis là moi je connaissais pas cette histoire, mais maintenant je la connais, je l'ai apprise, et puis j'ai fait des recherches. Même chose en fait sur les sciences naturelles, là, sur tous les biologistes. Là. Dans les années 70, 80, même jusque dans les années 90, il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites sur le caribou, l'ours polaire, les belugas, et qui étaient faites en utilisant des Inuits comme auxiliaires, mais sans leur demander leur avis sur ce qui se passait. Et beaucoup de conflits sur le caribou, justement sur l'état j'aime pas utiliser le terme ressources, hein, sur l'état du caribou, sur le beluga aussi, et puis il y en a toujours au Nunavik, hein, sur la question des fameux quotas de beluga et du nombre, etc. Donc, et c'était vraiment en fait, c'est donc des recherches très intrusives, sans consentement, et qui a apporté en fait, et avec des aspects très négatifs, alors négatifs là dans les expériences médicales, on le voit très très bien, mais même pour les biologistes, ça veut dire des quotas sur le caribou, des quotas sur le beluga, etc. Donc des restrictions sur la capacité des Inuits de subvenir à leurs besoins. Donc ça c'est aussi un passif de la recherche qui existe, et les Inuits s'en rappellent. Et quand on est chercheur, ils font pas toujours la différence. Comme le disait Louis-Jacques, l'Université Laval avait peut-être pas bonne presse parce qu'ils avaient peut-être vu beaucoup de gens de l'Université Laval qui finalement prêtaient pas beaucoup attention aux Inuits ou les utilisaient tout simplement. C'est ça. Donc c'est ça, il y a des traces présentes. Moi, quand j'ai commencé ma recherche, tout ça commençait à changer là, dans les années 90, notamment avec les fameux permis de recherche. Là. Maintenant, il y en a de partout, c'est ça. Mais ça commençait tout juste, hein, c'était l'Aurora College à l'époque. Là. Et puis pour avoir un permis de recherche, moi j'étais étudiant, là, fallait obtenir le consentement des communautés pour aller faire la recherche. Essayer de rejoindre une communauté, moi j'ai travaillé à Pangnirtung, là. Avant de rejoindre quelqu'un à Pangnirtung pour qui lui expliquer qu'est-ce que je voulais faire et comment je voulais le faire, etc., pour avoir une lettre qui dise que... en se rappelant du passif des chercheurs qui ont posé toutes sortes de problèmes dans ces communautés. En tout cas, j'ai finalement lu, je ne me rappelle plus comment je l'ai eu, mais je l'ai finalement eu. Je suis capable de faire ma recherche. Mais c'était un peu comme ça que ça marchait, et c'était assez compliqué pour les étudiants de faire ce type de recherche-là. En tout cas, c'était... Ça s'est un peu amélioré, en fait, c'est avec l'arrivée du gouvernement du Nunavut. Là, si vous connaissez un peu les processus, là, le Nunavut Research Institute, qui est un processus qui est assez intéressant,
Parce que ce que ça fait, c'est que finalement, c'est plus à vous de demander l'autorisation aux communautés. Ce qui est une bonne chose, parce que ça c'est mettre de la pression sur les communautés. Les communautés ne sont pas souvent, n'ont pas une personne qui est attitrée. Il y en a qui l'ont, hein, la communauté de Mastoyache, c'est des Inuits dans ce cas-là, mais eux, ils ont quelqu'un, là, c'est Hélène Boivin, là, qui est attitré. Si un chercheur veut faire un projet de recherche dans la communauté, il va voir Hélène Boivin, il en parle, et ensuite, il y a des consultations, puis un temps. Mais bon, dans une communauté Inuit du Nunavut, il n'y a personne pour faire ça. Et il y a toujours personne, d'ailleurs. C'est ça. Mais justement, ce qui était intéressant dans le modèle du Nunavut Research Institute, c'est qu'on a un système dans lequel, finalement, c'est eux qui, en fait, font le lien avec les communautés. Ils envoient, nous, ce qu'on fournit comme chercheurs, et ça, je trouve que c'est assez bien. On fournit un résumé en Inuktitut de notre projet de recherche, des questions qu'on veut poser, et on indique dans quelle communauté on veut faire ça, et on envoie ça au NRI, et le NRI envoie ça aux communautés. Les communautés ont 45 jours pour répondre. Si elles ne répondent pas, c'est qu'elles ont accepté. C'est pas nécessairement idéal, mais au moins ça permet d'avancer. Et l'autre chose qui est quand même intéressant avec ce système de permis, c'est qu'on a une trace de la recherche. Ça, c'est aussi... et puis ça, c'est un problème, parce que j'ai travaillé aussi au Nunavik. Au Nunavik, ça va changer, là, parce que maintenant, il y a une autorité qui va donner des permis. Mais au Nunavik, on est arrivé dans une communauté, et ben là, il y a quelqu'un qui a fait la même recherche il y a 6 mois. C'était pas exactement la même, elles sont toujours différentes, mais qui étaient assez similaires, évidemment. Et donc ça, c'est aussi un problème qui se pose. Et en tout cas, l'expérience du NRI, c'est justement, on peut aller voir quelles recherches ont été faites où. Et c'est aussi pour les Inuits, parce que les Inuits peuvent aller voir quelles recherches ont été faites aussi. Donc c'était justement la nouvelle autorité du Nunavik, c'est Atanut, je pense. Oui, c'est ça. Qui va être mis en place, elle va faire ça, et ça va être très utile à la fois pour les gens du Nunavik, mais aussi pour les chercheurs. Parce que savoir ce qui s'est fait, là, ça évite de dupliquer. Parce que là, tu as des gens, puis ça dépend, hein, c'est ça. C'était une chercheuse américaine qui avait débarqué à Kangersulusjak et qui faisait une recherche. Nous, on faisait une recherche avec Makivik sur justement les récoltes d'animaux, la chasse, là, en fait, la récolte qui était faite dans chaque communauté. Et elle avait fait quelque chose de similaire, mais en fait, elle mesurait le type de... En fait, l'alimentation, la part de l'alimentation des animaux sauvages dans l'alimentation, mais sauf qu'on ne pouvait pas le refaire ensuite la recherche, hein, c'était fait. En tout cas, donc ça c'est un petit peu, mais bon, très clairement il y a eu une amélioration. Puis là, vous avez entendu parler sûrement de la stratégie de la recherche dans l'Inuit Nungat d'Aitike, qui est l'organisme inuit canadien, et qui vise véritablement à reprendre en main un peu comme proposé Inuktitut, en fait, c'est une volonté de reprendre en main la recherche qui se fait dans l'Inuit Nungat. Alors les principes, hein, c'est... en fait, en gros, c'est rien sur nous sans nous. C'est évidemment l'idée que la recherche qui se fait sur les Inuits doit être faite avec les Inuits. Et ça, c'est devenu... En fait, même pour les chercheurs, c'est pas un problème, parce qu'on rencontre plus beaucoup de chercheurs qui pensent pas ça non plus. Même sur les recherches en sciences naturelles. C'est de plus en plus clair que toute la question des savoirs inuits est maintenant prise en compte. Les biologistes le font. Ils ne l'ont pas fait dans les années 90, ils ne le faisaient pas. Hein. Ils ne le considéraient pas. Mais maintenant, ils ont bien compris. D'une part, s'ils n'utilisent pas ce savoir inuit, d'une part, ils n'auront pas de crédibilité auprès des Inuits. Parce que les Inuits ont une connaissance très fine, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans mon thèse de doctorat, mais sur l'idée que finalement, ils connaissent probablement mieux le caribou que les biologistes, parce qu'ils vivent avec le caribou, ils le chassent, et ils voient bien, alors que les biologistes, ils prennent un avion, puis ils essayent de compter combien il y a de caribous, alors c'est pas en tout cas. Donc évidemment, c'est deux façons différentes de procéder. C'est ça. Donc évidemment, c'est la stratégie d'Aitike, c'est promouvoir la gouvernance inuite en matière de recherche. Donc c'est que les Inuits soient partis ou gouvernent la recherche qui est faite chez eux, améliorer l'éthique de recherche aussi, harmoniser le financement en fonction des priorités de recherche des Inuits. Et ça, c'est une question, d'ailleurs ça va nous intéresser. Hein. Ce que Aitike disait, c'est qu'on met beaucoup trop d'argent dans la science dure et pas assez dans les sciences sociales. Ce qui nous intéresse, l'éducation... la linguistique et ces éléments-là, et les recherches en santé.
C'est ça. Assurer l'accès, la propriété et le contrôle des Inuits relativement aux données et aux renseignements, ça c'est toujours un enjeu. Hein. Dans les communautés maintenant du Sud, on parle de PCAP, là, qui est vraiment la question de la propriété des données, là, à qui appartiennent les données qui sont récoltées dans les communautés. Et s'assurer d'avoir justement un retour des communautés, parce que ça c'est l'autre problème, oui, c'est les familialistes, les chasseurs, les chercheurs qui viennent et qui repartent tout de suite et qui redonnent rien. Ce qui est compliqué, hein, parce qu'un étudiant de maîtrise ou doctorat qui n'est pas bien financé, il ne peut pas remonter dans le Nord pour donner les... et c'est là où il faut penser. Comme chercheur, on a une responsabilité là-dessus, s'assurer que les résultats sont donnés aux communautés, mais ce n'est pas toujours facile. Et ça dépend aussi des universités. L'américaine, elle n'a pas fait de retour, parce que son université ne l'obligeait pas d'en faire. Donc, et puis elle a fait une carrière par ailleurs. Donc il y a ça. Je vais finir par vous donner quelques exemples. Je ne dis pas que c'est les meilleures pratiques. Là. Il y a un exemple qui a bien fonctionné, un qui n'a pas bien fonctionné, parce que tout ne marche pas toujours. Hein. J'en ai un premier qui était c'est un projet en éducation là, que j'ai fait, en fait, qui venait vraiment de mes étudiants de Nunavut, Sinuxavut. Ils me demandaient toujours comment poursuivre des études postsecondaires. Puis à un moment donné, je dis, on va faire une recherche, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les Inuits qui font du postsecondaire au Nunavut. Je travaillais parce que Nunavut, Sinuxavut, c'était Nunavut uniquement. Donc on a commencé par faire des groupes focus avec des étudiants pour leur demander leur expérience justement au postsecondaire. Et ensuite, on a fait une enquête. Une enquête dans toutes les communautés du Nunavut. Mais là, moi, je n'ai pas envoyé des étudiants de maîtrise, etc. J'ai embauché 2 chercheuses Inuits, des anciennes étudiantes de Nunavut, Sinuxavut. Puis elles se sont débrouillées, c'est ça. Je leur ai donné un iPad. Ils se sont débrouillés pour négocier des avions avec First Air. Ils ont eu des vols je pense qu'ils ont fait le tour du Nunavut pour moins de $2000, avec des billets ouverts dans toutes les communautés. Et ils sont allés dans toutes les communautés, ils sont allés frapper aux portes, ils sont allés faire l'enquête, et c'était super. Et on a eu 350 réponses d'étudiants qui avaient eu une expérience postsecondaire, et on vient de publier la recherche là. Mais ça marche bien. Ça marche bien parce que c'est des Inuits qui le font, puis ça c'est aussi quelque chose que je fais avec mes étudiants. On a fait une enquête justement à Salouit et à Kangersuaq sur les relations avec Raglan, avec la mine. C'est pareil. Donc j'ai un étudiant de maîtrise qui voulait faire ça, je l'ai envoyé là, mais j'ai embauché un chercheur inuit de la communauté et ils ont fait la recherche ensemble, et les questionnaires, etc. Et ça marche bien. Ça aussi, ça marche bien. Alors mon autre expérience qui est moins, parce que je travaille sur des sujets de l'éducation, mais je travaille aussi sur les mines. Et les mines, ça fâche beaucoup plus. Hein. C'est pas que ça fâche, mais il y a beaucoup plus de tensions sur le développement minier dans le Nord, mais c'est aussi ça qui est intéressant, parce que le développement minier, il arrive dans le Nord, hein, vous savez, dans les Inuit-Nunangat, il y a Raglan, mais il y a aussi à Bekelek, il y a évidemment la mine Mary River au Nunavut, là, et tout ça crée un certain nombre de tensions. En tout cas, j'avais un étudiant qui voulait travailler avec la communauté de Port Inlet, qui était un peu... qui se plaignait justement de sa position dans le cas de Mary River et qui avait des tensions avec QAA, qui est l'organisation Inuit. Mais moi, j'avais des bonnes relations avec QAA, je travaillais avec eux, j'étais très ouvert, j'ai dit, il y a un étudiant qui veut faire cette recherche-là, ce serait bien d'avoir l'avis de la communauté. Si la communauté est intéressée à faire la recherche, on la fera, sinon on la fera pas. La communauté était intéressée, il a débarqué, il a fait les entrevues. Mais là, QAA a décidé qu'il n'aimait pas trop ce qui était dans les entrevues, parce que j'ai partagé ce qu'il a fait. Complètement ouvert, mais là QAA a envoyé les avocats et dit non, ça ne sortira pas. Puis ça, c'est un peu un des problèmes, c'est que justement, quand tout va bien, puis quand il y a une adéquation entre ce que les organisations inuites veulent et ce que les communautés veulent, ça va bien, là. Mais des fois, c'est pas ça. Hein. Alors nous, comme chercheurs, on est un peu là entre l'arbre et l'écorce, mais c'est ça. En même temps, il y a des recherches qui sont importantes. Je veux dire, si une communauté... trouve que la mine a un impact négatif sur elle et qu'elle trouve que ce qui a été négocié par l'organisation Inuit, c'est pas correct, faut aussi en parler, ça fait partie des réalités. Mais bon, dans ce cas-là, ça a été plus compliqué. Mais on y arrive quand même, on trouve d'autres solutions, puis ça, c'est la vie de chercheur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Là, c'est une expérience de recherche, mais c'est ça. Et l'autre élément, oui, peut-être que je voulais dire, en fait, c'est ça. Donc, je vous l'ai dit un peu, mais justement, on essaie de réfléchir à la fois à l'INQ, mais aussi à Nusutit, comment l'avenir de la recherche dans les Nunangat, comment est-ce qu'on peut améliorer ça, là. Et c'est un petit peu, en tout cas, ce séminaire, ça fait partie de cette réflexion-là. Là. Parce que les choses changent, là, puis là, je vois que tout le monde travaille en partenariat, et je pense que c'est la seule façon de le faire. De toute façon, il n'y a pas d'autre façon de travailler dans le Nord, là.
Mais bon, il reste quand même, il y a toujours des relations de pouvoir, même dans les partenariats. Malheureusement, je suis peut-être politicologue, là, c'est pour ça que j'en vois de partout, mais bon, il me semble qu'il y en a. Voilà, merci.